Alors en hors cadre, en off des photographies qu'on a le plaisir de retrouver à la Mixta Media Art Gallery, je me suis entraînée depuis la dernière fois, Intelligence artificielle et art, c'est une exposition donc du 20 mars au 30 avril. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Mallet-Milker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une des artistes et galeristes avec Olivier de Queyron, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu avec Yves Quintin, bonsoir. Bonsoir. Tous les trois, vous exposez et vous avez construit cette exposition autour de l'intelligence artificielle et de l'art et de la photographie. Ça s'est un petit peu imposé à vous, j'ai envie de dire, ce sujet actuellement dans la production artistique? Oui, c'est vrai que c'est un sujet d'aujourd'hui, enfin, dans le sens où tous les médias en parlent. Et puis, je pense que c'est important de l'aborder en tant qu'artiste aussi. De s'interroger ensemble, oui, peut-être oui, sur ces pratiques. Et pas que ces pratiques d'ailleurs, enfin en tout cas pas que de cette technique, mais justement de la pratique et comment elle dialogue avec votre travail d'artiste. En tant que galeriste, puisqu'on dirige avec Marie-Laure la Mixta Media Art Gallery, c'était utile puisqu'on est issu de la photographie plasticienne et c'est surtout cette optique qu'on présente. C'était utile de s'interroger sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, ça donne des remous d'humeur. Certains s'en inquiètent, d'autres se disent qu'il faut l'intégrer. Et c'est vrai que nous, alors, puisque nous sommes artistes aussi, nous avions besoin de nous y frotter pour savoir précisément ce qu'il en est. Et c'est vrai que la première fois que nous sommes allés sur un logiciel que Yves Quintin nous a montré, nous a présenté, il saura bien en parler, on a d'abord été assez abasourdis parce que c'était les images qu'on pouvait générer à l'aide d'un prompt étaient vraiment particulièrement puissantes. Et c'est vrai que nous, en tant que photographes, plasticiens, on ne pouvait pas se projeter dans cet espace pour prendre ces photos-là. Et tout d'abord abasourdi, mais ensuite confiant de pouvoir les ingurgiter, de les traiter comme des outils, et puis enfin, avec notre passé de plasticien, réussir à réaliser à nouveau nos formes, nos concepts et notre vision dans l'art. Oui, alors justement, je fais un petit parallèle avec des chercheurs de Laval. Là, il y avait le West Data Festival et il y avait une des conférences où ils disaient l'intelligence artificielle ne prendra pas votre travail, mais ceux qui la maîtrisent, oui. Donc il y a cette question justement de faire la différence entre l'outil et puis l'usage qu'on peut en faire. Yves Quintin, comment vous avez appréhendé, vous, l'arrivée et les outils d'IA ? Moi, j'ai toujours été très intéressé par l'image en général et par la photographie en particulier. Et donc, j'ai déjà utilisé des logiciels 3D qui permettaient de réaliser des images sans avoir recours à des appareils photo, par exemple. Des images qu'on appelle les images numériques. L'intelligence artificielle, elle apporte quelque chose de tout à fait nouveau parce qu'en fait, ce sont des technologies qui permettent de générer des images à partir de textes, ce qui est quand même pour le moins assez étonnant. Et en fait, les images produites, elles le sont à partir de ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont en fait des algorithmes mathématiques qui permettent de coder les valeurs en couleur et en profondeur de lumière des pixels qui constituent l'image. Et donc, de façon aléatoire, à partir d'une grille de pixels, si on met chat, par exemple, dans le prompt, le logiciel va partir sur les centaines de milliers d'éléments constituant l'image d'un chat qui ont été mémorisés par la machine. Et de façon aléatoire, il va cheminer à travers ces neurones pour fabriquer l'image d'un chat qu'on n'a jamais vu, qui n'existe pas, et qui est tout à fait nouvelle. Et donc, les nouveaux prompts, là, sur un logiciel comme Midjourney, on est aujourd'hui à la prise en compte de 350 mots quand même. C'est-à-dire qu'on peut faire saisir un texte de 350 mots et obtenir une image particulièrement complexe. Très souvent, on a des images très stéréotypées, il faut le reconnaître. C'est pas forcément la panacée. Cela dit, quelquefois, on a des images qui sont surprenantes, et qui méritent notre intérêt et qui sont intéressantes à intégrer
dans un processus créatif beaucoup plus large, hein, comme l'ont fait Olivier et Marie-Laure, quoi. C'est-à-dire que... Oui, après, il faut quand même écrire le prompt. C'est-à-dire que voilà, ça ne se fait pas tout seul, ça reste un outil. Et le prompt va forcément largement influencer la production. Tout à fait. Alors, par exemple, moi, pour les images que j'ai produites sur mes oiseaux, là, j'ai dû saisir 60, 70, 80 prompts successifs pour corriger ce que le logiciel n'avait pas pris en compte ou avait pris en compte d'une manière qui m'a surpris. Parce qu'en fait, il parle anglais. Et donc, même si on saisit les prompts en français, il y a des traductions. Et dans les traductions, traduction trahison, hein, comme on dit, automatiquement, on a des résultats assez surprenants. Par exemple, moi, je suis à plus de 5000 images que j'ai produites dans ce logiciel. Sur les 5000 images produites, il y en a une quinzaine qui sont vraiment intéressantes. Oui, c'est ça. Le reste, c'est uniquement le reflet de la réalité des images qui sont sur le web, accessibles à n'importe qui. Oui, et puis c'est l'atelier en fait, hein, c'est la production. Alors on peut aussi quand même, c'est pas du tout en opposition, donner des indicateurs même de photographie, de focale, d'objectifs, etc. Donc il y a aussi une partie, on va dire, un peu technique qu'on peut insuffler. Oui, ça va même plus loin que là, puisqu'en fait, le logiciel identifie un certain nombre de styles graphiques qui existent ou qui reflètent le style d'un artiste, par exemple. On a aussi tous les éléments de photographicité, c'est-à-dire le choix d'une pellicule, comme le Kodachrome, une focale, comme le 16 mm. Enfin, on peut multiplier le paramétrage, les formats. Cela dit, il faut bien comprendre que ce qui est produit en termes d'images, ce sont des images qui sont petites. C'est-à-dire qu'on est sur 1024 pixels, c'est-à-dire une image qui fait 8 cm de côté et qui n'est pas directement exploitable pour une impression, par exemple. Et donc, Après, des logiciels d'IA peuvent permettre de la rendre exploitable. Tout à fait. C'est-à-dire, après, il faut agrandir l'image. Alors après, il y a des logiciels plus ou moins spécialisés, et c'est surtout ce qui va compter, c'est le travail qu'on va faire ensuite de finalisation dans Photoshop. Exactement. C'est-à-dire que moi, beaucoup s'émeuvent et critiquent et contestent l'intelligence artificielle, considérant que c'est une menace. Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, on dit intelligence artificielle. Moi, je préférerais dire programme algorithmique, qui me semble, parce qu'en fait, ces logiciels ne traitent que des opérations cognitives de base que nous faisons tous. Additionner, soustraire, multiplier, comparer, classer, organiser. Sauf que... ils le font un peu plus vite que nous, si je puis me permettre. Ils le font surtout sur des quantités phénoménales, parce que par exemple, dans un logiciel comme Midjourney, on est sur près de 5 milliards d'images qui ont servi à l'entraînement. Et ensuite, sur les réseaux de neurones, la fameuse boîte noire qu'on appelle, puisque le logiciel fonctionne de manière autonome sans être contrôlé, c'est-à-dire il fabrique ces neurones lui-même, et on est sur des dizaines de milliards de paramètres possibles entre l'entrée et la sortie. Ce qui veut dire que ça devient, or comme le disent un certain nombre de chercheurs qui développent ces programmes informatiques, la fameuse boîte noire des neurones artificiels, c'est devenu une boîte noire et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On comprend le fonctionnement général, mais le fonctionnement du détail échappe à leurs concepteurs même. Bon, alors est-ce qu'il faut cracher l'avion pour savoir ce qu'il y a dans cette boîte noire? En tout cas, quand on s'en sert, c'est un outil, c'est un bel outil qui peut nourrir l'inspiration, la production, permettre de peut-être faire des choses qui ne sont pas possibles dans la réalité ou parfois de gagner du temps. Ben oui, puisque c'est vrai qu'avec le prompt, on peut inventer n'importe quelle image. Être en suspension au-dessus des nuages, avoir un personnage dans un ULM, alors que dans la vie courante, on ne pourrait pas le faire, ou alors avec des moyens plus importants. Et donc, on a des images, on a plusieurs images qui sont proposées, et à soi, à chacun, de prendre l'image en question, la mélanger aussi avec d'autres images que l'on a produites,
Et donc là, on a des choses quand même assez extraordinaires au niveau rendu. Alors c'est vrai qu'après, vous avez déjà l'habitude de triturer l'image, si je puis me permettre, de la modifier, d'en jouer entre justement cette réalité, cette plasticité que peut avoir la photographie quand elle est pratiquée de manière artistique. Donc du coup, ça vous influence aussi, j'imagine, dans vos prompts et dans votre façon de travailler l'image. Oui. Parce que le travail, il se fait en amont, c'est-à-dire qu'on va chercher le prompt qui déjà nous intéresse, évidemment. Parce que le travail, il n'est pas... tout de suite, il ne commence pas avec Midjourney. Oui. Il commence parce que y a un passé, parce qu'on n'a pas construit... c'est ça, on n'a pas construit de rien. Après, l'intelligence artificielle, je dirais que c'est plus artificiel qu'intelligent. Parce que si c'était véritablement intelligent... on fabriquerait, ou elle fabriquerait des images qui pourraient véritablement nous surprendre. Or, ce n'est pas le cas. On plaisantait à un moment et on avait sorti ce néologisme, c'est une barbification de l'image. Et c'est vrai que finalement, petit à petit, les images qui vont sortir, comme les gens s'y intéressent, mais comme ce sont des gens... Comment dire, je ne peux pas dire que ce sont des gens, mais les images qui vont intéresser, parfois, sont banales. Et à force de recréer des images banales, l'intelligence artificielle ne va recréer que des images banales. Et donc, la culture va s'appauvrir. On va s'appauvrir aussi de ça. Mais ça reste un outil formidable. Comme les smartphones, comme plein d'autres outils comme ça. En discutant cet après-midi, Yves Quintin disait si Léonard de Vinci avait eu Midjourney dans les mains, bien évidemment, il s'en serait servi. Exactement. Il aurait certainement construit des choses encore plus folles. Voilà. Là, vous avez, pour revenir sur votre exposition, 9 artistes qui sont exposés. 11 artistes. Alors, ça a changé depuis... Il y a eu un vidéaste qui s'est ajouté à la liste, et puis un sculpteur. Un sculpteur qui fait des installations en mouvement. D'accord. Donc, il utilise l'IA dans son processus de création. Donc, on va pouvoir retrouver ces différentes utilisations de l'IA dans l'art, avec de la photo, mais pas que. L'idée, c'est de travailler l'image dans tous les sens du terme. Oui, et puis il y a des œuvres qui n'utilisent pas d'IA. Enfin, c'est tout à fait possible dans l'exposition. Oui, mais qui en sont... À moindre pourcentage. Oui, l'idée, c'est de voir comment, justement, ça dialogue avec les différents travaux d'artistes et comment ça prend une place, ou pas d'ailleurs, dans votre travail. Alors, je pense qu'on va vous poser souvent la question de comment ça a été réalisé pendant cette exposition. Du 20 mars au 30 avril, juste à côté de nos locaux, j'oublie toujours, c'est rue du Vergalan, c'est ça, exactement. Le mercredi, le vendredi et le samedi, vous allez à la Mixta Media Art Gallery ou sur rendez-vous et vous allez réfléchir, regarder, découvrir l'art et l'IA et les magnifiques choses qu'on peut faire en mélangeant tout ça. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau nous présenter cette nouvelle exposition. Vous avez jusqu'à demain pour aller voir le travail d'Olivier Levaux et puis après vous allez découvrir l'art et l'IA. Antoine, pardon, excusez-moi. Antoine Levaux. Nous on se retrouve jeudi prochain 19h dans Culturel.